Bonjour à tous. Vidéo sur la correction des exercices du chapitre 9 sur la description des mouvements. Je vous avais laissé 6 exercices à faire, assez simples, sur ce chapitre. Donc on va commencer la correction avec l'exercice numéro 9, assez simple sur le choix d'un référentiel. Donc vous avez sur la photo une personne qui est sur un Alors, c'est un tapis roulant, donc vous avez ça dans les aéroports ou dans certaines gares parisiennes. Il faut proposer dans la première question un référentiel dans lequel la personne qui est sur le tapis est immobile. Donc là, il faut prendre un référentiel de type terrestre. De toute façon, on étudie un mouvement d'un objet ou d'une personne sur la Terre, donc plutôt terrestre. Mais ce référentiel-là, dans cette question-là, il faut qu'il soit lié au tapis. Donc en fait, le tapis lui-même, il faut que ce soit le référentiel. Comme ça, la personne, par rapport au tapis, elle est immobile. Imaginons que bien sûr, elle ne marche pas sur le tapis. Ok. Deuxième question, proposer un référentiel dans lequel la personne sur le tapis roulant est en mouvement. Donc là aussi, c'est un référentiel terrestre et il va être lié par exemple au banc. Le banc est immobile, il est fixé au sol. Et par rapport au banc, la personne est en train d'être en mouvement. Voilà. Et enfin, troisième question, conclure quant à l'influence du choix d'un référentiel. Donc là, on voit bien que suivant le choix du référentiel, euh, le mouvement est différent. Et dans le cours, on a un mot pour ça. C'est un mouvement qui est relatif. Voilà pour l'exercice numéro 9. Exercice numéro 11. Vous avez donc un canon qui va donc tirer. Alors, on fait vite fait le schéma, hein, comme ça. Voilà, avec une grosse roue, comme ça. Ok, et vous avez un boulet de canon qui va sortir et avoir plusieurs moments, voilà, et plusieurs points. Donc vous avez M1, tout bien fait, hein, M2, M3 et M4. M3. Donc, il faut construire le vecteur déplacement M1, M4. Alors, je prends une autre couleur. Donc, le vecteur déplacement M1, M4, ça va être celui-là. Donc, de M1 à M4. Voilà le vecteur déplacement. Donc, ça, c'était la première question. La deuxième question, hop, comparer la distance M1, M4 à la distance réellement parcourue par le système entre M1 et M4. Alors évidemment, la distance M1, M4, elle est plus petite que la distance réellement parcourue. Voilà, c'est tout. Donc là, je vous ai donné cet exercice pour tracer le vecteur déplacement et pour vous apercevoir que ce vecteur déplacement, il est dans le calcul de la vitesse moyenne. Évidemment, c'est pas avec une vitesse moyenne qu'on va déterminer Enfin, il y a une vraie différence entre vitesse moyenne et vitesse réelle instantanée. On verra ça dans l'exercice d'après. Voilà. Donc voilà pour ces deux premiers exercices assez simples. On va passer à l'exercice suivant, c'est-à-dire l'exercice numéro 14. Dans cet exercice, vous avez des mouvements qui sont caractérisés par une série de points. Et il faut donner les caractéristiques des mouvements. Alors, pour le mouvement numéro A, qu'est-ce qu'on voit? On voit une série de points. Ces points sont alignés. Donc, on peut dire que le mouvement va être rectiligne. Et on voit que l'espace entre chaque point est le même, est identique.
Et donc, le mouvement va se passer à la même vitesse, donc on parle d'un mouvement uniforme, donc à la même vitesse. Donc, rectiligne parce que la direction est une droite. Voilà. Et uniforme parce que la vitesse est constante. Deuxième mouvement, petit b, là on voit bien que ce n'est ni rectiligne, ni circulaire non plus, hein, ce n'est pas un cercle. Alors il n'est pas proposé circulaire, mais il pourrait. En fait ici le mouvement va être curviligne. Donc ça on est sûr. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans un premier temps, ce mouvement il est accéléré. On le voit parce que les points sont de plus en plus espacés. Et puis vers la fin du mouvement, les points se rapprochent. Donc s'ils sont espacés dans un premier temps, ça veut dire qu'il est d'abord accéléré, puis décéléré. Accéléré, oui c'est bon, puis décéléré. Il y a 4 accents. Décéléré. Et enfin, le dernier mouvement, c'est un mouvement où les points sont alignés, donc le mouvement est rectiligne, et on s'aperçoit que les points sont de plus en plus espacés, donc c'est un mouvement rectiligne accéléré. Voilà, donc ça c'est important de pouvoir décrire le mouvement à l'aide de représentation des positions successives du système. Donc voilà pour l'exercice numéro 14. Exercice suivant, exercice numéro 19. Dans cet exercice-là, vous avez donc une droite avec 3 points, M1, M2 et M3. Dans la première question, on vous dit de reproduire la figure et de tracer des vecteurs vitesse V1 et V2. Et pour ça, on a une échelle. Donc on vous dit que 1 cm correspond 2 mètres par seconde. Donc si V1 égale 3 mètres par seconde, alors la flèche qui va représenter V1 va faire 1 cm et demi. Donc on aura 1 cm et demi pour V1. V2 fait 5 mètres par seconde. Ici, on va avoir donc du 2 cm et demi. Alors, comment j'ai fait ça? On va aller plus vite là, sur le coup. J'ai fait tout simplement un produit en croix. Donc, quelle est la longueur du vecteur par rapport à la valeur? Donc là, vous avez la valeur, là, vous avez la longueur. Si la valeur c'est 2 mètres par seconde, alors c'est la longueur du vecteur est de 1 cm. Voilà, et puis après j'ai fait 3 et j'ai fait 5. Et là on voit que 1 fois 3 divisé par 2 est produit en croix. Ici on a 1,5 et ici on a 2,5. Donc finalement les vecteurs ça va être tangent au déplacement, donc là c'est sur la droite, dans le sens de déplacement, et on a ici V1, la vitesse au point 1. Et cette taille de flèche fait 1 cm,5 cm. Et la vitesse en V2, c'est un peu plus parce que V2, il fait 2 cm et demi. Voilà. Et là, on s'aperçoit dans la question 2 que le mouvement, il est bien sûr rectiligne. Et comme la vitesse augmente, les points sont de plus en plus écartés, donc le mouvement est accéléré. Voilà pour l'exercice numéro 19. Pour l'exercice 22 maintenant. Alors, exercice 22, l'exercice classique entre vitesse moyenne et vitesse instantanée. Vous avez donc des radars qui sont soit des radars fixes ou des radars embarqués dans des voitures qui sont derrière un pont, par exemple. Et vous avez donc ce qu'on appelle les radars tronçons qui sont pris
sur une certaine distance. Donc dans la première question, on vous demande, petit a, quel radar parmi ceux cités dans le document A mesure une vitesse moyenne et une vitesse en une position? Donc la vitesse moyenne, ça va être le radar qu'on appelle le radar tronçon, et la vitesse, on va appeler l'instantané, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, ça va être un radar fixe, par exemple, fixe ou embarqué. Hein. Question 1B. Dans quel référentiel ces valeurs de vitesse sont-elles mesurées? C'est un référentiel terrestre. Bon, on va pas chercher plus loin. Donc, qui est fixe à la route, par exemple. Question 2. Calculer la valeur de la vitesse moyenne. Donc là, V moyenne égale donc à la distance parcourue sur le delta temps, sur l'intervalle de temps. Donc il a parcouru donc 6 km. Je vais convertir tout en mètres pour avoir une vitesse en mètres par seconde. Et il a mis 3 minutes. Oui, mais 1 minute c'est 60 secondes, donc 360. Et ça nous fait du 33,3 mètres par seconde. Alors, pour savoir, alors ça c'est la valeur officielle de vitesse, hein, mètres par seconde, mais pour la question d'après, la troisième question, une vitesse en kilomètre-heure, ça peut être pas mal. Et là, on est sur du 120 km/h. Alors, comment j'ai fait pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure? Ben, tout simplement, j'ai multiplié par 3,6. S'il fait, alors ça peut se calculer, hein, tout simplement, avec un produit en croix. On a pour une seconde, il effectue 33,3 mètres. Pour 3600, il effectue combien? Voilà, vous faites le calcul produit en croix et vous divisez par 1000 parce que c'est des kilomètres, ça vous fait 100. Donc là, on doit trouver normalement du 120 000. Voilà. Donc la vitesse moyenne, c'est du 120 km/h. Et donc question 3, est-ce que par temps sec, vous allez peut-être pour certains commencer à apprendre le code l'an prochain, et bien par temps sec, est-ce que l'automobiliste est verbalisable? Il faut savoir que sur autoroute, la vitesse autorisée est de 130 km/h. Donc là, on voit bien que la vitesse moyenne, elle est inférieure à 130 km/h. Donc non, pas d'amende, pas d'excès de vitesse. Ah oui, mais le problème, c'est ça, c'est sur un radar tronçon. Si vous regardez la courbe, vous apercevez que, et là on aurait pu avoir une autre question, question 4, voilà, une question bonus. Vous voyez que à un moment donné, la vitesse instantanée peut être égale à 140 km/h. Ça, on le voit sur le graphique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y avait eu un radar fixe, eh bien, il aurait pu être en excès de vitesse. Donc c'est pas parce que la vitesse moyenne rentre dans les valeurs autorisées que l'automobiliste n'a pas fait d'excès de vitesse. Donc différence entre vitesse moyenne et vitesse instantanée. Et je voulais terminer ce chapitre avec un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il fait appel à l'histoire des sciences. C'est l'exercice numéro 25. Pour ceux qui auraient dû partir en Belgique, savoir que dans un des musées, le musée des maths notamment, la maison des maths, c'est pas un musée mais c'est une maison, il y a pas mal d'attractions, dont cette attraction-là, un peu différente mais sur le même principe, qui reprend l'expérience de Galilée. Galilée qui avait commencé, ça vous l'avez vu dans le cours, c'est Newton qui a posé le principe, ça c'est dans le chapitre d'après. Donc je vous parlerai de Galilée et de Newton dans le chapitre d'après, pardon. Donc Galilée avait commencé des travaux sur la vitesse moyenne. Donc on va répondre aux questions de l'énoncé détaillé. Dans la première question, vous avez donc dans quel référentiel la chute de la bille est-elle étudiée? Toujours pareil, ici c'est un référentiel terrestre qui va être lié au sol, tout simplement, au sol de la pièce. Question 2, petit a.
Alors, vous avez la valeur de la vitesse v égale à d sur delta t, et il faudrait essayer de voir comment delta t évolue. Alors, comment delta t évolue si ils nous disent la vitesse augmente. Donc là, on peut voir que la vitesse et le temps sont inversement proportionnels. Donc, s'il y en a un qui augmente, alors le delta t va diminuer. Voilà. Et ensuite, petit b, que devient la distance d? Voilà, que devient d si la vitesse augmente? Donc d et v sont proportionnels, donc s'il y en a un qui l'augmente, l'autre aussi. Donc la distance va augmenter si la vitesse augmente. Voilà. Et donc quelles sont les caractéristiques dans la troisième question? Quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse? Alors quelle caractéristique du vecteur vitesse va évoluer lors du mouvement? La direction, le sens, ça ne change pas, ça va descendre le long d'une rampe. Donc ici, c'est la caractéristique de la valeur de la vitesse qu'on appelle la norme de la vitesse V qui évolue. Et bien sûr, la vitesse, elle accélère. C'est un mouvement accéléré. Voilà pour la correction de ces exercices. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous, ce chapitre-là. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. À bientôt.